qui est intéressant, c'est que l'exposition montre que les tziganes, depuis l'invention finalement de la photographie, ont été traversés par plein d'usages et de supports différents de la photographie. On les retrouve à la fin du 19e siècle photographiés par des anthropologues, des ethnologues qui de face et de profil vont essayer de les comprendre, de les représenter, de les différencier du reste de la population, mais on retrouve aussi des images plus folkloriques sous forme de cartes postales, des images de presse qui relaient les grands événements médiatiques qui concernent cette population, et bien sûr toute la tradition du reportage plus ou moins social, où certains des grands noms de la photographie vont se confronter à ce sujet. Ils sont à la fois français, ou des fois ils n'ont pas de nationalité, ils sont surtout nomades, ils ont une autre culture qui fascine mais qui fait peur aussi, et donc très vite ils seront l'objet d'une attention particulière de l'État qui va créer des lois d'exception pour mieux les contrôler et va donc très rapidement aussi les photographier et les ficher. On va les retrouver notamment à partir du XXe siècle, de face et de profil, photographiés à la fois dans des studios de photographie mais aussi dans des préfectures, dans des commissariats de police, et à partir de la loi de 1912 qui oblige chaque personne considérée comme nomade d'avoir un carnet anthropométrique, ils seront systématiquement fichés par l'État français, et ce jusqu'en 1969. Donc après 1969, le carnet anthropométrique est remplacé par un carnet de circulation. Donc l'objet est un peu moins violent, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas photographiés de face et de profil, il n'y a pas les empreintes des mains, mais c'est quand même un document administratif qui relève encore une fois d'un traitement d'exception, qui a été condamné récemment par le Conseil d'État il y a 2 ans. Et donc voilà, pour que ces familles relèvent finalement du droit commun en ce qui concerne leur documentation administrative. Ce qui est intéressant, c'est de voir effectivement l'espèce de glissement ou de retournement du regard qui se passe lorsque des photographes connus se retrouvent face à ces familles, comme si ces familles avaient la capacité de désarmer, de retourner une pratique classique. Donc c'est le cas effectivement de Robert Doisneau, de Kertész, mais il y a quelquefois des aventures photographiques effectivement qui relèvent d'autre chose, mais peut-être pas simplement de la curiosité, de la fascination, mais d'une expérience de vie établie dans le long terme. C'est ce que montre l'exposition dans son dernier volet. On voit des gens qui ne sont d'ailleurs pas forcément photographes au départ, mais qui vont devenir photographes parce qu'ils vont rencontrer ces familles et ils vont éprouver la nécessité de les fixer sur le support photographique. Il y a un photographe, qui n'est pas encore photographe, mais Jacques Léonard, qui travaille dans le cinéma et qui va se marier avec une jeune gitane. Et ce mariage va faire de lui un photographe à Barcelone. Et donc il va photographier à la fois ses proches, sa belle famille, ses enfants, mais aussi des gens qui faisaient partie de ses communautés auxquelles il va consacrer l'ensemble de son œuvre. Et puis il y a par exemple Jan Jours qui très tôt, lorsqu'il a 12 ans, rencontre des familles de Roms en Belgique. Et c'est aussi le fait de les rencontrer qui va faire de lui un photographe, alors pas de métier, mais quelqu'un qui va se passionner pour la photographie, qui va produire des images tout au long de sa vie, notamment après quand il émigre aux États-Unis après la guerre, ou en 1960 lorsqu'il retrouve voir les premières familles de Roms qu'il avait adoptées lorsqu'il était jeune homme dans les années 1930.